Bonjour et bienvenue dans les résumés du blog Histoire Géo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre colossal du programme d'histoire, socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875. Un chapitre qui généralement vous laisse à peu près dans cet état-là. Alors on va essayer de faire simple et clair. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XIXe siècle, l'Allemagne, qui ne ressemble pas encore à ça, connaît une forte industrialisation, qui s'accompagne bien sûr d'une urbanisation et de la constitution de grands ensembles industriels, comme les fameuses usines Krupp à Essen, que vous voyez ici. Dans le même temps, un certain nombre de penseurs étudient cette industrialisation et ses conséquences sur la société. C'est le cas de Karl Marx, qui estime, lui, que le capitalisme mène naturellement le prolétariat, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur force de travail à proposer, il les amène donc le capitalisme à se révolter pour pouvoir mettre en place une société sans classe, une société égalitaire. Beaucoup de penseurs s'inspirent du marxisme et cherchent eux à améliorer les conditions de vie des ouvriers, à résoudre ce qu'on appelle alors la question sociale. Cela donne le socialisme. C'est ainsi qu'en 1863 voit le jour l'Association générale des travailleurs allemands créée par Ferdinand Lassalle et qui veut améliorer les conditions de vie des ouvriers par étapes successives, par réformes, tandis que le SDAP, lui, s'inspire davantage du marxisme et veut imposer ses réformes, si nécessaire, par la force et l'insurrection. Ces deux partis choisissent de s'unir au congrès de Gotha en 1875 pour former un nouveau parti, le SAP. Et lors de ce congrès de Gotha, dans le programme du parti, on voit ces phrases-là. L'affranchissement du travail exige la transformation des instruments du travail en patrimoine commun. On parle de travail collectif aussi. On est donc là, dans un programme d'inspiration très clairement marxiste et révolutionnaire. A contrario, toujours dans ce programme de Gotha, on retrouve aussi la phrase suivante. Le Parti ouvrier socialiste d'Allemagne s'efforce par tous les moyens légaux de fonder l'État libre et la société socialiste, d'éliminer toute inégalité sociale et politique. Et on met un peu plus loin cela avec l'aide de l'État. Donc là, on est bien dans un programme d'inspiration réformiste. Et là, vous avez tout compris si vous avez compris ça. C'est que dès le départ, le mouvement ouvrier allemand et le SAP, le premier parti qui se fonde, est divisé entre réformistes et révolutionnaires. L'autre chose à retenir, c'est que le socialisme, certes, veut l'amélioration des conditions ouvrières, mais aussi une démocratisation du régime, puisque à l'époque, l'Allemagne est un empire qui s'est constitué autour de la Prusse, que vous voyez ici en violet, et dirigé par l'empereur Guillaume Ier et son chancelier Bismarck. Celui-ci, d'ailleurs, prend conscience du danger du socialisme et interdit en 1878 ce mouvement. Parallèlement, il met en place un certain nombre de lois sur la durée du travail, sur les assurances maladie ou vieillesse, afin de se concilier le monde ouvrier et de diminuer l'influence des idées socialistes. Mais en 1890, Bismarck est écarté du pouvoir, le SAP est de nouveau autorisé, il en profite du coup pour changer de nom et devenir le SPD, Parti social-démocrate allemand. Ce SPD, en 1891, au congrès d'Erfurt, est toujours divisé entre réformistes et révolutionnaires. Alors il faut préciser aussi que le SPD est très lié au mouvement syndical allemand, avec notamment la création de la Commission générale des syndicats, dirigée par Karl Legien en 1892. Ce syndicalisme allemand prend de l'essor jusqu'à représenter 2 500 000 personnes à la veille de la guerre. Alors la guerre, justement, change pas mal de choses. Les réformistes du SPD, par réflexe patriotique, acceptent de voter les crédits de guerre et restent au sein du SPD. Tandis que les révolutionnaires, dont la Ligue spartakiste de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, eux s'opposent à la guerre et fondent l'USPD, avec certains réformistes. Je vous le dis tout de suite, à la fin de la guerre, ces réformistes rejoindront de nouveau le SPD, tandis que les révolutionnaires, eux, fonderont le KPD, le Parti communiste allemand. Mais revenons au 9 novembre 1918. À Berlin, l'empereur abdique et 2 républiques sont proclamées. La république parlementaire du SPD Scheidemann et la république des conseils par Karl Liebknecht. S'ensuit une période d'agitation à Berlin et en Allemagne où ces 2 régimes coexistent. Les syndicats en profitent pour arracher au patronat apeuré les accords Stins-Legion. Mais en janvier 1919, le gouvernement SPD réprime l'insurrection spartakiste, c'est la division entre socialistes et communistes. Et cette division, on la retrouve aussi, vous le voyez là, sur le plan syndical. Et durant toutes les années 30, cette division des partis de gauche entre socialistes et communistes va perdurer. Les communistes accusant les socialistes d'avoir tiré sur le peuple, d'être des traîtres. Et cette division va profiter au parti nazi, qui ne se privera pas d'ailleurs dès 1933 pour emprisonner socialistes et communistes dans les camps de concentration. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, l'Allemagne est divisée entre RFA qui rejoint le bloc occidental et la RDA qui rejoint le bloc soviétique. En RFA, les Alliés veulent mettre en place une démocratie libérale avec le retour des partis, le SPD, le KPD et la CDU, les chrétiens démocrates.
En RDA, un seul parti unique, le SED, soi-disant fusion du SPD et du KPD, qui va mettre en place donc un régime sur le mode soviétique, avec un parti unique, une censure, une dictature, et le fameux centralisme démocratique. En Allemagne de l'Ouest, le KPD est interdit en 1956, on est dans un contexte de guerre froide qui explique cette décision. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est en 1959, au congrès de Bad Godesberg, le SPD fait le choix d'abandonner les références marxistes. Dans le contexte économique et social de l'époque, c'est la ligne réformiste qui l'emporte à plein, et c'est ce qui permettra à Willy Brandt, puis à Helmut Schmidt ensuite, de devenir chancelier de la RFA dans les années 70. On a donc là un véritable tournant dans l'histoire du socialisme allemand avec ce renoncement au marxisme. Côté syndical, le principal syndicat, c'est la DGB, toujours en RFA, et elle profite des lois sur la cogestion qui ont été mises en place à partir de 1952, où syndicats et patronat sont associés dans la direction des entreprises. Une partie de la gauche n'accepte pas cette évolution vers le réformiste et le fait savoir de manière légale ou violente. C'est le cas, vous le voyez ici, avec la fraction Armée Rouge, dite aussi la bande Abadère. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Et l'année suivante, la réunification de la RFA et de la RDA, qui marque la victoire, quelque part, de la politique du chancelier Helmut Kohl. Inversement, l'effondrement du bloc soviétique et de la RDA marque le recul des idées socialistes et communistes. C'est pour ça qu'en Allemagne, à l'époque, le PDS, nouveau nom du Parti communiste, et le SPD sont minoritaires par rapport à la CDU. Il faudra finalement attendre 1998 pour que le SPD revienne au pouvoir avec le chancelier Gerhard Schröder et un nouveau slogan, le nouveau centre. L'idée est de prendre un certain nombre de réformes d'inspiration libérale pour moderniser l'économie allemande. Ça se symbolise entre autres par les lois Hartz, du nom du patron de Volkswagen, et par tout un programme qu'on appelle l'Agenda 2010. Forcément, ce nouveau virage réformiste ne plaît pas, encore une fois, une partie de la gauche qui se retrouve dans un nouveau parti, qui s'appelle d'ailleurs Die Linke, ce qui veut dire la gauche en allemand. En bref, on voit bien que le virage réformiste du SPD est celui qui semble s'imposer, et la coalition actuelle entre SPD et CDU, aujourd'hui en Allemagne, avec Angela Merkel, semble le prouver. Mais cette évolution vers toujours plus de réformisme pose aussi un risque ou un problème, celui de développer l'idée qu'il y aurait une collusion entre le SPD et la CDU, et que finalement, si ceux-ci ne parviennent pas à résoudre les problèmes des Allemands, la solution soit cette fois vers les extrêmes. Voilà, ce petit résumé est fini, j'espère que ça vous a un peu éclairci les idées. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, voire à vous y abonner pour avoir directement les vidéos. Allez voir sur la page Facebook Blog Histoire Géo, ça c'est pour avoir plutôt des liens d'actualité. Et puis pour avoir des QCM de révision et d'autres joyeusetés, vous pouvez aller sur le site Blog Histoire Géo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci, à bientôt.